Oui, j'avais deux petites questions. La première, c'est la crainte qu'on peut avoir de la banalisation des images violentes quand elles sont répétées et auxquelles on est soumis souvent, très souvent. Et puis une autre question qui concerne plutôt la bande dessinée d'Hergé. Vous n'avez pas parlé de Milou. J'attendais qu'on me pose la question. Et votre première question, c'est, je l'ai moins comprise. Oui, c'était le fait qu'on soit souvent submergé par un tas d'images violentes. Submergé, d'accord. Et qu'on puisse être. Voilà, on peut craindre que ce soit finalement banalisé et qu'on puisse en être finalement indifférent, quoi, à force de les voir répéter. Je pense par exemple aux images du 11 septembre. Enfin, moi, j'arrive pas à. Oui, alors d'ailleurs, les images du 11 septembre ont été édulcorées quand elles sont repassées. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que moi, le souvenir que j'avais des images du 11 septembre, c'était les bonshommes qui tombaient, et ça m'avait bouleversé parce que je n'avais pas compris tout de suite. Mais pourquoi il y a des morceaux qui tombent? Des morceaux, il y a des fenêtres qui doivent exploser, et elles tombent. Et puis, aucun commentateur ne disait que c'était des humains qui tombaient. C'est affreux, les Américains sont terrorisés. Je dis, ces trucs qui tombaient là, donc, c'est des gens, c'est horreur. Alors, comment elles sont repassées là pour le 10e anniversaire? On les avait enlevées. Alors, il n'y avait plus de bonhommes qui tombaient. Voilà, pourquoi je vous dis ça? Bon, par association d'idées, parce que je parlais du 11 septembre. Alors, il y a des études qui ont montré que quand on voit beaucoup de. Si on passe des gens, des images d'agression dans le métro, agression de métro, et puis qu'après, dans le métro, ils voient une vraie agression, ben, s'ils ont vu beaucoup d'images d'agression avant, ils seraient moins réactifs, c'est-à-dire ils auraient plus tendance à passer leur chemin qu'à réagir. Voilà. Mais bon, si on leur montre des images d'agression dans lesquelles il y a des personnes solidaires qui prennent la défense de la victime, ils vont aussi être solidaires et prendre la défense de la victime. Donc le problème, c'est que l'influence des images ne soit pas bien utilisée. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup d'appels actuellement pour qu'il y ait beaucoup plus d'images qui prônent les bonnes pratiques de protection dans le cas de la sexualité, les bonnes pratiques d'entraide dans le cas d'agression, et ainsi de suite. Des images qui prônent les bonnes pratiques. C'est vrai qu'il en manque beaucoup. Alors toutes ces images violentes, oui, ben, nous submergent, oui. Alors, on n'a pas 36 façons de les gérer. La seule façon qu'a l'être humain de gérer ce qu'il malmène, c'est d'échanger, enfin de valoriser, c'est de se fabriquer d'abord ses représentations à lui, et puis ensuite de les échanger et de les transformer en les échangeant. Ce qui veut dire que quand on est confronté à des images qui nous malmènent, il faut trouver quelqu'un pour en parler. En général, on trouve autour de soi, ou alors fabriquer des images pour digérer les images qu'on voit. Par exemple, après le 11 septembre, il y a eu aux États-Unis énormément de gens qui ont fabriqué des images parodiques. Vous avez dû en voir, il y avait les deux doigts, il y avait des saucisses, il y avait un tas d'images, il y avait Ben Laden, il y avait un tas d'images parodiques sur Internet, et pourtant Internet n'était pas encore bien au point en 2011. Mais il y avait des tas d'images parodiques, justement parce que c'était le moyen par lequel un certain nombre d'Américains arrivaient à accepter l'extraordinaire violence qu'ils avaient vécue, et donc il y en avait qui parlaient, puis il y en avait qui se fabriquaient des images. Puis il y en a éventuellement qui peuvent faire du mime. C'est les trois moyens qu'a l'être humain pour prendre d'un peu de distance par rapport aux situations pénibles qu'il vit, que ce soit des situations pénibles dans la réalité ou des situations pénibles d'image. Les trois moyens dont l'être humain dispose, c'est le langage, c'est la fabrication d'images et c'est les échanges mimo-gestuels avec les gens. Pouvoir dire que quelque chose est affreux en ayant un visage qui correspond, c'est une manière de prendre du recul. On revient sur Milou. Milou, voilà. Alors Milou, c'est un personnage important dans la première moitié des aventures, enfin le premier tiers des aventures de Tintin. Il faut bien comprendre que quand Hergé a créé les aventures de Tintin, il avait un cahier des charges. Il dépendait à l'époque de l'abbé Vallès. L'abbé Vallès était un bon catholique réactionnaire qui possédait un journal. Donc l'abbé Vallès a demandé à Hergé de dessiner,
Et Hergé a d'abord dessiné les aventures de Totor, Cépé et Anton, le chef de patrouille des Hannetons. Et puis après, il a créé le personnage de Tintin. Et le personnage de Tintin, c'était pas drôle comme histoire. Alors, il a eu une idée banale à l'époque, puisqu'il y avait beaucoup de couples héros-animal dans la BD. Donc, il a créé Milou comme le compagnon de Tintin. Et donc, en fait, il a créé un Tintin qui était une créature parfaite d'emblée, comme Totor, Cépé et Anton, toujours prêt à rendre service. Mais il a créé un Milou qui, lui, a des états d'âme et partagé entre le bien et le mal. C'est des fois, voilà, tout le monde connaît ça, l'ange d'un côté qui lui dit Milou et l'autre, le diable, qui lui dit allons Milou. Voilà. Bon, ça nous est familier. Donc tout de suite, c'est quelqu'un partagé entre le bien et le mal. Milou qui a des coups de colère, qui pleure, qui se déprime, qui s'angoisse. Donc voilà, dans les aventures de Tintin, dans le premier tiers des aventures de Tintin, le vrai personnage humain, c'est Milou, et le personnage inhumain, c'est Tintin. Et puis donc très vite, assez vite quand même, Hergé a eu de la peine à mettre tout ce qu'il avait envie de mettre avec ça, et donc il a créé les Dupont. Les Dupont qui sont apparus très tôt dans les aventures de Tintin. Et puis très vite, il a créé le capitaine Haddock, et dès qu'il crée le capitaine Haddock, il se désintéresse de Milou. Enfin, Milou reste une créature attachante, mais si vous voulez, les enfants qui lisent aujourd'hui les aventures de Tintin, ils n'ont Dieu que pour Haddock, parce que Haddock est vraiment la créature qui leur parle le plus, où ils se reconnaissent le mieux. Mais pendant longtemps, jusqu'à la création de Haddock, si on peut dire, le personnage humain des aventures, c'était Milou. C'était un brouillon Milou est une sorte de brouillon de Haddock. Ils ont tous les deux le poil un peu hirsute. Milou aboie et Haddock aussi, d'une certaine manière. D'ailleurs, il boit du whisky aussi. C'est ce que j'allais dire, il boit du whisky aussi, Haddock, c'est ce que j'allais dire, absolument. On tente une question en haut. Alors, il y a au moins une question. Est-ce qu'il y aura deux questions dans la salle? Alors, une première question. Donc, faut-il parler des secrets de famille? Si oui, quand? Et est-ce qu'on peut quand même se construire, être équilibré sans avoir pu parler de l'histoire dans sa famille ou l'histoire de sa famille, des fois sans avoir connu certaines personnes de sa famille, en fait? Oui, heureusement. Alors, les secrets de famille, moi j'étais content de voir que c'est un sujet qui a pris de l'importance, parce que aujourd'hui ça vous paraît banal qu'on en parle, mais quand j'ai écrit 20 ans chez le psychanalyste, beaucoup de tintinophiles m'ont dit mais il y a des secrets nulle part ailleurs que dans ta tête, c'est toi qui les fabriques. Et puis quand j'ai proposé d'écrire Secrets de famille, mode d'emploi, qui est un livre destiné au grand public sur les secrets de famille, tous les éditeurs à qui je l'ai proposé m'ont dit mais monsieur Tisseron, les secrets, ça n'intéressera personne. C'est un livre qui ne se vendra pas. C'est-à-dire que dans les années 1980, fin des années 1980 et début des années 1990, les secrets, c'était la chose dont on ne parlait pas. C'était acquis. Pourquoi on voulait faire un livre sur les secrets de famille, mais c'est absurde. C'est comme si on avait fait un livre sur la sexualité, même pire, parce que la sexualité, les années 70, il y a quand même une génération qui en parlait. Mais les secrets de famille, même dans les années 80-90, personne ne voulait en entendre parler. Du moins, l'idée qui courait était que personne n'avait envie d'en entendre parler. Bon, le livre a été publié quand même, c'est un grand succès, donc ça montre que les gens ont envie d'en parler. Et puis comme toujours, c'est-à-dire qu'une position extrême fait souvent place à une autre position extrême, puis il faut un peu de temps pour que le balancier trouve sa place. Et dans un premier temps, dans les années 2000, il y a eu ces bêtises qu'on a entendues partout, du genre il faut tous dire, maintenant nous nous dirons tout, Benjamin Castaldi, gros titre sur les journaux, maintenant nous nous dirons tout. Voilà. Alors, bon, il ne faut quand même pas sous-estimer le pouvoir de nuisance de ces bêtises, quand même, c'est des journaux beaucoup diffusés, des gros titres, des personnalités charismatiques. C'était évidemment, ça reste une affreuse bêtise, malsaine. Voilà. Donc il a fallu un peu de temps pour qu'on comprenne que les secrets de famille ne s'opposent pas à la vérité. Donc là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Les secrets de famille aux éditions PUF, PUF que sais-je, j'espère qu'il est en vente. Donc j'insiste beaucoup sur le fait que les secrets de famille ne s'opposent pas à la vérité. Parce que la vérité, très souvent, on est condamné à ne pas la connaître.
Alors je donne des exemples dans mon livre, hein, notamment des exemples où un exemple dans lequel une vieille tante sur son lit de mort confie un secret, et puis en fait il s'avère que le secret est un faux secret, que la vieille tante s'est fabriqué une histoire dans sa tête et que le secret n'est pas du tout un secret. Donc, peut-être ça vous paraît bizarre, donc j'explique un peu. Alors donc une vieille dame sur son lit de mort dit à sa nièce, voilà, j'ai un secret terrible, je ne veux pas mourir sans en avoir parlé à quelqu'un. Mon secret, c'est que je sais, dit la tante, je sais que ton frère, donc elle parle à sa nièce, ton frère n'est pas issu du même père que toi. C'est-à-dire votre mère, à ton frère et à toi, a eu un amant, c'est avec cet amant qu'elle a eu ton frère. Donc, et voilà, et la vieille tante meurt. La fille peut lui dire, mais la nièce peut lui dire, mais pourquoi tu n'en parles pas à mon frère? C'est trop difficile, je préfère te le dire à toi, tu es une femme, tu peux comprendre, tu géreras tout ça. Voilà, donc la tante meurt. Et puis la nièce vient me voir, et donc elle me dit, mais je ne sais pas comment faire, elle dit, on va réfléchir. Toujours ce que disait Psy, on va réfléchir. On a une seule urgence, ne nous pressons pas, on va réfléchir. Et c'est bien de réfléchir d'ailleurs, parce qu'alors elle réfléchit, la dame, elle vient me voir, elle réfléchit, et puis finalement elle décide d'en parler à son frère, donc elle en parle d'une manière qui n'est pas trop maltraitante pour lui, donc c'est la preuve qu'elle a bien réfléchi. Et puis le frère qui est déjà dans le 21e siècle, heureusement, ça se passe vers 2009-2010, donc le frère qui est déjà dans le 21e siècle va tout de suite avoir le bon réflexe, c'est-à-dire qu'il prélève en secret un peu de la salive de son père officiel, qui d'après la tante ne serait pas son géniteur, un peu de sa propre salive, il envoie 2 échantillons en Allemagne, 2 échantillons aux États-Unis, il reçoit les résultats, et en fait il était bien le fils, sans aucun doute possible, de son géniteur officiel. Donc la vieille tante avait inventé une histoire, alors bon, pas parce qu'elle était malfaisante, mais probablement parce qu'elle avait imaginé cette histoire très 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 longtemps avant, et puis qu'elle avait fini par y croire comme à la vérité. Et donc dès qu'on passe en 2e génération, et plus encore en 3e et en 4e, la vérité devient inaccessible. Alors pourquoi quand même il faut parler des histoires de secrets? Parce que la grande victime des secrets, c'est la communication. C'est-à-dire que quand dans une famille, il y a quelque chose dont manifestement il ne faut pas parler, plus personne n'ose parler de rien. Parce que le propre d'un secret, c'est évidemment qu'on n'est pas censé le connaître. Donc comme on n'est pas censé le connaître, on ne va pas pouvoir définir exactement la chose dont il ne faut pas parler. Si on nous disait, si on nous dit, voilà, on peut pas, donc ton père n'est pas ton père, mais tu ne dois poser aucune question sur ton père, mais tout le reste tu peux en parler. Ça serait clair, mais il n'y aurait plus de secret. Donc, comment on ne peut pas dire ça? Les enfants pressentent qu'on leur cache quelque chose, ils ne savent pas quoi, et donc de proche en proche, ils évitent de poser quelques questions que ce soit, parce qu'ils craignent toujours de mettre les pieds là où il ne faut pas. Donc la grande victime des secrets, ce n'est pas la vérité, c'est la communication. Donc il faut avoir à l'esprit de rétablir la communication. Alors comment on va faire? On ne va pas chercher à connaître la vérité, simplement on va faire état du fait qu'on se pose un certain nombre de questions, ou on va faire état du fait qu'on a imaginé quelque chose au sujet de notre famille. J'ai bien réfléchi à notre famille, il y a des tas de choses que je n'ai jamais compris, je me demande si quelqu'un un jour ne m'a pas caché quelque chose, et en y réfléchissant beaucoup, j'ai pensé que peut-être ce que ma mère m'avait caché, c'était ceci ou cela. Alors on le dit, voilà, mais j'en sais, je n'ai pas de certitude, c'est mon idée. Alors si la personne est choquée, elle va vous dire, oh là, bah, tu vas en chercher des drôles de choses, il faut lui dire, mais c'est mon idée, hein, voilà, moi je dis mon idée, hein, j'en sais rien, c'est une hypothèse comme ça. Bon. Et puis si la personne pense que c'est une hypothèse juste, elle va vous dire, ah oui, c'est pas bête, moi aussi, ça me préoccupe, ben tiens, je vais y réfléchir. Donc à ce moment-là, on discute. Par exemple, la personne dit, ben tiens, j'y réfléchis. Mais j'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça. Donc en fait, comment parler de secret de famille? Eh ben, bon, si on a fait soi-même un secret, qu'on connaît la chose, il faut la dire telle qu'elle. Mais quand même, ce n'est pas le cas courant. Hein. Le cas courant, enfin, ce n'est pas le cas général. Le cas général, c'est très souvent des gens qui se demandent s'il n'y aurait pas dans leur famille quelque chose qu'on leur aurait caché, tout. Mais bon, évidemment, quand soi-même on est porteur d'un secret, il vaut toujours mieux en parler, mais le mieux pour en parler, c'est de se demander d'abord pourquoi on n'en a pas parlé plus tôt. Donc quand quelqu'un vient me voir en me disant ben, « je n'ai pas parlé de telle ou telle chose », et je me demande si je dois en parler maintenant, je dis « écoute,
important à essayer de comprendre pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt. Peut-être que vous avez une bonne raison de ne pas en parler plus tôt. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut en parler jamais, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut en parler tout de suite. Peut-être qu'il faut attendre, je ne sais pas, bon, un événement familial, voilà. Puis il y a des manières d'en parler aussi. Il vaut toujours mieux aborder ces questions de secret quand il concerne un groupe, auprès du groupe, plutôt qu'auprès de chaque personne individuellement. Un exemple que je vois assez souvent, c'est l'un des deux parents, ou un parent, peu importe, plusieurs enfants qui ont des âges différents. L'un des deux parents, ou le parent qui élève les enfants a une maladie grave, un cancer par exemple, notamment, un peu souvent, et il se demande s'il faut le dire. Il réfléchit finalement quand même, il se dit, bon, tant qu'il n'y a pas de symptômes, ça va, mais dès qu'il a commencé à avoir des symptômes, il vaut mieux en parler. Et alors le parent se dit, ben, pour adapter ce que je vais dire à chaque enfant, je vais le dire à chaque enfant séparément. Un enfant qui a 15 ans, qui a 11 ans et qui a 6 ans, on va leur dire séparément, puisqu'on va tenir un discours différent à chacun, mais on va leur dire séparément. Alors c'est terrible, parce que chaque enfant pense qu'il est le seul à avoir reçu la vérité. Mais dans l'esprit d'un enfant, c'est pas comme dans l'esprit d'un adulte. Chaque enfant dit, ah ben oui, j'ai bien compris pourquoi mon père nous a dit à chacun la même chose, en nous prononçant à part, comme dans les contes, parce qu'il n'a pas dit la même chose à chacun. À moi, il m'a dit la vérité, parce que je suis l'enfant préféré, mais aux autres, il n'a pas dit. Donc, je ne vais surtout rien dire à mes frères et sœurs de la maladie que mon père m'a dit avoir. Et donc, c'est comme ça, dans des familles, tous les enfants peuvent avoir été informés du cancer d'un parent, et ils n'en parlent pas ensemble, jamais, 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 parce qu'ils pensent être chacun dépositaire d'une vérité que les autres n'ont pas. Ou alors, ils pensent chacun qu'un frère mieux aimé serait dépositaire de la vérité que eux n'ont pas. Mon père nous a pris à part parce que mon père a toujours préféré mon frère à moi. Il a donc dû en dire plus à mon frère et moins à moi. Ou bien mon père nous a pris à part parce que mes frères sont plus grands et donc il en a dit plus à mes frères parce qu'ils sont plus grands. Donc je vais les laisser croire que j'en sais autant qu'eux. Et je ne vais surtout pas leur poser de questions sur ce que papa leur a dit. Parce que ça serait la preuve que j'en ai reçu, il m'en a dit moins qu'eux. En leur posant une question, ça prouverait que papa m'en a dit moins qu'à eux. Donc pas leur poser de questions. Donc c'est comme ça qu'il y a une manière de dire les secrets qui recrée du secret. Vous voyez, il y a deux choses importantes. C'est un, le secret ne s'oppose pas à la vérité mais à la communication. Et deux, il faut trouver la manière de parler des secrets qui ne refabrique pas du secret. Alors, il y a un certain nombre de trucs, voilà, je vous en ai donné un, il y en a d'autres dans mon livre, mais l'idée c'est que beaucoup trop de gens parlent de secret en recréant du secret. Ce qui n'est d'ailleurs que, est paradoxal qu'en apparence, parce que quand on a grandi dans le secret, on ne peut pas s'empêcher d'en faire. Donc d'une certaine manière, c'est une certaine logique qui consiste à en recréer en parlant. Mais il faut en avoir conscience et éviter de tomber dans le piège. Alors, une deuxième question de la planète Mars. Oui, alors je passe. Alors, il semblerait qu'il y aurait une autre question, je ne sais pas si ce sera possible. Il y en a une et éventuellement une deuxième, donc ça fera 3. Bonsoir. Vous travaillez beaucoup sur les réseaux sociaux et à ce sujet, vous avez développé un concept, celui d'extimité. Est-ce que vous voudriez bien nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Alors, l'extimité, c'est quelque chose de très simple et comme souvent les choses simples, on se demande pourquoi on n'en a pas parlé avant et puis on comprend vite, c'est parce qu'il n'y en avait pas besoin. Alors pourquoi j'ai parlé d'extimité ? En fait, j'ai proposé le mot en 2001. Alors 2001, pour les plus jeunes, ça ne dit pas grand-chose, mais pour les plus vieux d'entre vous, c'était évidemment la première émission de télé-réalité en France, c'était la première émission Love Story. Et alors, vous vous souvenez de cette émission, des jeunes garçons et des jeunes filles enfermés dans un loft sur un plateau de télévision, filmés 24 heures sur 24, et montrant sans vergogne, mettant en scène sans vergogne leur vie quotidienne sous l'œil des caméras. Et à l'époque, beaucoup d'adultes se sont scandalisés en disant « mais c'est extraordinaire, cet exhibitionnisme, insupportable exhibitionnisme de ces jeunes ». Les moins jeunes sont toujours prêts à critiquer les plus jeunes. Alors là, c'est incroyable cet exhibitionnisme. Et alors, pourquoi j'ai parlé d'extimité ? Justement pour m'opposer à l'idée que ça soit de l'exhibitionnisme. Alors pourquoi ? Parce que moi j'ai fait mes études de psychiatrie,
Et pour moi, l'exhibitionniste, c'était un cabotin répétitif, c'est-à-dire quelqu'un qui présente toujours de lui-même la chose dont il pense qu'elle va pouvoir fasciner ses interlocuteurs. C'est le modèle de l'exhibitionniste qui montre son sexe en érection à la sortie des écoles en montrant son imperméable. Mais il y a beaucoup de formes d'exhibitionnisme, hein, montrer dévoiler une partie de son anatomie dont on pense qu'elle est particulièrement attrayante et en cacher une autre moins attrayante, le faire de façon régulière et systématique, raconter les mêmes plaisanteries dont on a découvert qu'elles marchent bien, et et pas courir le risque de raconter des nouvelles, parce que peut-être ça marchera moins bien, donc on répète celles dont on sait qu'elles marchent bien, etc. Donc l'exhibitionniste, c'est quelqu'un qui se répète. C'est pour ça qu'en général, les exhibitionnistes ne sont pas tout jeunes, ils ont plutôt 30, 40 ans, 50 ans, ce sont des gens qui se répètent et ils ne courent pas de risque. Alors l'extimité, c'est le contraire. J'ai proposé le mot d'extimité pour désigner le fait de montrer des parties de soi, donc de son anatomie ou de sa vie mentale. Là où j'écris des poèmes, je les montrais à la télévision. Montrer des parties de soi dont on ne connaît pas encore la valeur. On ne sait pas ce que ça vaut. On va le montrer pour essayer que cette valeur soit reconnue par les autres. Et si cette valeur est reconnue par les autres, on peut la reconnaître soi-même. Et vous voyez bien que c'est un mouvement caractéristique de l'adolescence qui existe toute la vie, mais qui est beaucoup plus fort à l'adolescence. L'adolescent essaye un peu tout. L'adolescente monte sa poitrine en espérant qu'on lui dira qu'elle est belle, ou elle écrit des poèmes, ou elle fait de la musique, ou l'adolescent fait des photos, il fait de la musique, ou il se coiffe d'une certaine manière, il va dans la rue en attendant de voir l'effet produit, ou il se met sur Internet. C'est l'idée qu'on va montrer quelque chose de soi qu'on n'a pas encore montré, pour voir si c'est bien accepté, et mieux encore, si c'est valorisé. Et si le regard des autres s'allume et que c'est valorisé, on va continuer à le montrer. Et puis éventuellement, 5-10 ans après, on va devenir un exhibitionniste. Mais dans le désir d'extimité, à l'adolescence, ce n'est pas encore d'exhibitionnisme. Alors, le désir d'extimité, il avait toujours existé. Je n'ai pas dit qu'il apparaissait au moment de Love Story en 2001. Il avait toujours existé, mais il était cantonné au milieu de la famille. C'est-à-dire que dans la petite famille, que les adolescents montraient des choses d'eux-mêmes, et puis en général, c'était très mal reçu par les parents. Ils disaient, mais arrête, tu ne te rends pas compte. Alors ils gardaient ça pour eux. Et puis la grande révolution qu'il y a eu en 2001, c'était le fait que les adolescents ont été invités à venir le montrer à la télévision. Vous savez, dans les années qui ont suivi, il y avait plein d'émissions de télé-réalité où il y avait énormément d'adolescents qui étaient candidats. Maintenant, c'est des acteurs, c'est plus pareil. Mais à l'époque, il y avait plein d'adolescents qui étaient candidats pour montrer des facettes d'eux-mêmes que leur famille leur semblait incapable de reconnaître. Mon grand-père était boucher, mon père est boucher, enfin, boucher, ça a double sens. Mon grand-père était boulanger, mon père était boulanger, ma mère est boulangère, elle aide mon père, et moi j'ai envie de faire de la musique, du piano. Alors, qui va reconnaître dans ma famille si je suis capable de faire du piano? Personne. Donc j'ai envie de passer à la télé, jouer du piano dans une émission de télé-réalité, voilà. Et donc voir si parmi tous les spectateurs de télévision, il y a peut-être un musicien qui va dire « Ah ben tiens, lui, il semble doué en piano. Il ne sait pas encore bien jouer, mais il a un don. » Donc cette personne va peut-être me contacter, va me dire « Écoute, viens travailler un peu avec moi, je crois que tu as un don. » Voilà. Donc l'idée que notre famille est totalement incapable de savoir reconnaître nos talents. Alors évidemment, si mon talent c'est le même que celui de mon père, il va le reconnaître. Mais si mon talent est différent de celui de mon père, il ne va pas pouvoir le reconnaître parce qu'il est pris dans son petit monde, ses habitudes. Donc on va le montrer à la télévision et puis avec Internet, mieux encore, on va le montrer sur Internet. Donc le désir d'extimité, c'est ce désir qui pousse les adolescents et de plus en plus les adultes, c'est bien d'ailleurs, à mettre sur Internet des facettes d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore explorées, avec l'idée d'avoir un retour pour savoir si ça vaut la peine de s'engager dans cette voie ou si ça ne vaut pas la peine. Voilà, le désir d'extimité, c'est aussi simple que ça. Mais justement, ce n'est pas d'exhibitionnisme parce que c'est prendre le risque de montrer quelque chose de soi qu'on n'a pas montré encore. Voilà. Et quand après on est rassuré sur la valeur que ça a, si on le répète, oui, c'est d'exhibitionnisme. Alors il y a des adolescents exhibitionnistes déjà, c'est triste. Mais si vous voulez, le désir d'extimité ne fait pas disparaître l'exhibitionnisme. Mais les deux sont très différents, c'est ce qu'il faut comprendre. Et il faut reconnaître l'existence des deux
et pouvoir dire à quelqu'un qui montre toujours la même chose qu'il est un exhibitionniste, et pouvoir dire à quelqu'un qui prend un risque pour montrer de lui quelque chose qu'il n'a jamais montré, qu'il est un petit expérimentateur de lui-même et que c'est courageux, mais bon, peut-être mieux s'y prendre autrement dans certains cas. Enfin voilà, il y a quand même un courage à montrer des choses de soi-même qu'on n'a pas montrées encore. Donc il y a une autre question dans la salle du haut et on passera après le micro, la main pour une dernière question, semble-t-il, en bas. Merci. C'est juste en continuité par rapport aux réseaux sociaux. Je voulais savoir s'il est encore finalement possible d'avoir des secrets alors que tout le monde étale finalement sa vie, je ne vais pas citer de nom, tout le monde connaît. Oh oui, dans beaucoup de familles, il y a encore des secrets qui sont en voie de fabrication, notamment dans le ventre des femmes, puisqu'il y a quand même aujourd'hui beaucoup de fécondations in vitro par donneurs anonymes qui sont gardées secrètes auprès des enfants, voire auprès de l'ensemble de la famille. Les dons d'ovocytes, les dons d'embryons congelés sont également très souvent gardés secrets. Donc on a aujourd'hui, avec les nouvelles méthodes de procréation médicalement assistée, une énorme cause, une matrice, on pourrait dire, de nouveaux secrets de famille. Et il ne faut pas oublier aussi que les secrets de famille sont très souvent liés à des situations traumatiques. Or, des situations traumatiques, il y en a malheureusement tout le temps. Hein, je veux dire, la tempête, la grande tempête qu'il y a eu il y a quelques années, c'était un événement climatique. Mais en même temps, au moment de cette grande tempête, il y a des gens qui ont perdu des proches dans des conditions horribles, qui n'ont jamais pu en parler ensuite à leurs nouveaux conjoints ou leurs nouvelles conjointes, à leurs nouveaux enfants. Donc ça constitue des nouveaux secrets. Tant qu'il y aura des traumatismes, il y aura des secrets, et donc il y aura toujours des secrets. Mais l'important, c'est de comprendre que, c'est tout l'objet de mon travail, qu'un enfant qui grandit dans une famille à secret, il pressent toujours qu'on lui cache quelque chose. Et ce qu'il imagine est en général bien pire que ce qu'on lui cache. Et ça, c'est autour des secrets, il n'y a que ces deux idées à retenir, et vous avez tout compris. Un enfant pressent toujours qu'on lui cache quelque chose, quand on lui cache quelque chose. On peut dire aussi, un enfant ne pense jamais qu'on lui cache quelque chose si on ne lui cache rien. Un enfant pressent toujours qu'on lui cache quelque chose quand on lui cache quelque chose. Et deuxième idée, ce qu'il imagine est en général bien pire que la réalité de ce qu'on lui cache. Donc, à défaut de pouvoir lui parler de ce qu'on lui cache, il faut au moins lui dire, premièrement, qu'on lui cache quelque chose, enfin qu'on lui cache qu'il y a quelque chose dont on ne lui parle pas, qui est grave, on a de la peine de lui en parler, on en parlera plus tard, et puis lui dire aussi que surtout, cette chose-là, il n'y est pour rien. Voilà. C'est un suicide dans une famille, le fait de ne pas pu aller à l'enterrement de son père ou de sa mère, et d'en pleurer chaque année à la date d'anniversaire, l'enfant n'y est pour rien. Mais dire à l'enfant, comme font souvent des adultes, mais non, maman n'est pas triste, mais non, papa n'est pas triste, ça c'est tragique, parce que l'enfant voit bien quand ses parents sont tristes. Mais encore une fois, pouvoir dire, oui, je suis triste, c'est vrai, ou je suis en colère, c'est vrai, ou je suis inquiet, c'est vrai, mais tu n'y es pour rien. La phrase tu n'y es pour rien est très apaisante pour un enfant, parce que vous savez, les enfants, ils ne s'occupent pas vraiment de la vie de leurs parents, sauf s'ils ont l'impression que leurs parents sont malheureux à cause d'eux. Sinon, les enfants, ils mènent leur vie. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va être plombé dans la vie? Mais c'est qu'il va avoir un parent malheureux dont il se sent coupable. C'est ça qui va plomber un enfant toute la vie. C'est ces gens qui restent collés à leurs parents jusqu'à bien trop longtemps, parce qu'ils ont l'impression que leur parent a été en souffrance à cause d'eux. Donc la chose à dire aux enfants, c'est oui, je souffre, je ne suis pas bien, je suis angoissé, je suis en colère pour rien, comme un âne, mais c'est pour des raisons qui sont propres à ma vie, et tu n'y es pour rien. Alors ça peut être ma vie passée, c'est pour des raisons qui sont propres à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, ou c'est pour des raisons qui sont propres à ce que mes parents ont vécu et que j'ai jamais compris, mais ça m'a tout terriblement angoissé, ou c'est particulier à des raisons que je vis maintenant, si j'ai vu un harcèlement sexuel ou professionnel, mais dans tous les cas, tu n'y es pour rien.
Alors, je vous propose qu'on termine avec une question. Je me permets d'avoir le micro, donc je peux poser la question. C'est une question plus légère, qui est aussi une question de secret. Notre ami Tintin n'a aucune vie amoureuse. Et non, mais c'est bien compréhensible après ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, mais c'est une question intéressante sur la création. Hein. C'est-à-dire que la tentation qu'on a souvent, c'est d'imaginer que les créateurs doivent ressembler à leur création. Un créateur qui écrit plein de choses, pleines de fureur et de mouvement, on se dit oh là là, ça doit être quelqu'un, il ne doit pas être facile à vivre, il doit toujours être en mouvement, il doit toujours être énervé. Puis non, des fois, le créateur qui fait des choses pleines de fureur et de mouvement, il reste à sa table de travail tranquillement assis. Hein. Alors, Hergé était toujours assis et Tintin, il court tout le temps. Et alors, on peut faire le même raisonnement par rapport à votre question, c'est-à-dire que Hergé, en fait, il était un adulte qui avait une vie sexuelle, il aimait les femmes, il avait des amis, enfin, c'est Tintin, enfin, il avait une vie sexuelle, il aimait les femmes, mais quand il dessinait, pas tout au début. Au début, il dessinait, au début, il se cherchait. Voilà. Mais disons, à partir du 7e, 8e album, Hergé commence à trouver son génie personnel. Et son génie personnel, ça va être de renouer avec l'état d'esprit qui était le sien quand il avait 6-7 ans, et au moment justement où il se posait un tas de questions sur le secret qu'il y avait dans sa famille. Et c'est pour ça qu'il va créer des personnages, puisque les Dupont n'existent pas au début, la Castafiore au début, elle n'est pas encore bien cernée, Haddock au début, même chose, c'est un brouillon, c'est du Locke. Donc Hergé, petit à petit, va dégager des personnages auxquels il va faire incarner son histoire familiale. Donc pourquoi il n'y a pas d'histoire amoureuse dans les aventures de Tintin? Parce que Hergé n'a pas dessiné les aventures de Tintin avec son psychisme d'adulte. Son psychisme d'adulte, il le mettait dans sa vie d'adulte. Il a dessiné les aventures de Tintin avec son psychisme d'enfant. Et son psychisme d'enfant, le psychisme d'enfant qui était celui d'un enfant qui se posait des questions sur un secret qu'on lui cachait. Voilà. Et qui a donc essayé d'imaginer un dénouement heureux au secret qu'il imaginait, au secret tragique qu'il pressentait, parce que son père était un homme très déprimé de ne pas avoir connu l'identité de son propre géniteur. Voilà. Donc Hergé avait une vie d'adulte, il n'était pas misogyne, ni plus ni moins que la moyenne des hommes à son époque en Belgique, mais il dessinait avec son psychisme d'enfant, donc il a mis en scène ce qu'il avait imaginé enfant de cette extraordinaire histoire familiale d'une baronne, d'une comtesse, d'une aristocrate, etc., des deux jumeaux, et puis son propre désespoir d'enfant autour de ce secret qu'il n'arrivait pas à percer, et dont il n'arrivait pas à consoler son père, parce qu'il y a en filigrane quand même cette question du désir de Hergé de consoler son père. Bien, je voulais qu'on termine sur une note légère, mais finalement c'est encore assez tragique, mais je crois que c'est la vie. On va vous remercier pour toutes ces précisions sur votre travail. Et puis... Et les personnes qui souhaiteraient faire dédicacer des ouvrages pourront le faire dans le hall en haut. Cette fois-ci, c'est les gens du haut qui ont la chance de vous voir en chair et en os. Merci.